Bienvenue à notre troisième vidéo sur l'actualité politique au Sénégal. Les deux premières vidéos, vous les trouvez sur YouTube. Je vous invite à aller les regarder. Vous y trouverez à coup sûr votre compte. La première s'apesantissait sur les leçons à retenir quand on est Camerounais. Qu'est-ce que la présidentielle au Sénégal nous enseigne? Parce que le Cameroun, mon pays, a beaucoup à apprendre des bons exemples d'à côté. La deuxième vidéo nous donner quelques conseils. Je me suis octroyé le droit, depuis la modeste position qui est la mienne, de donner quelques conseils aux nouveaux hommes forts du Sénégal, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, et à son mentor, M. Ousmane Sonko. Qu'est-ce que je pense qu'il devrait faire, de mon point de vue, si j'étais un conseiller qui pouvait souffler à l'oreille comme une petite mouche du président Bassirou Diomaye Faye, ce que je lui dirais. Et je veux m'appesantir aujourd'hui dans l'épisode 3 sur l'un des conseils que j'ai donné, qui était de ne pas espérer qu'à l'intérieur de la CEDEAO, on peut créer une monnaie qui va permettre à l'Afrique de se développer ou qui va permettre au Sénégal de suppléer le franc CFA. Ils ont par exemple évoqué l'écho, et je partais du principe que, vu les antécédents de la CEDEAO sur la crise du Niger avec Mohamed Bazoum, ou les chefs de la CEDEAO, en tout cas tout le triumvirat du mal, si je les appelle ainsi, Ouattara, Macky Sall et Bola Tinubu, qui étaient prêts à venir massacrer des populations nigériennes pour installer et réinstaller Mohamed Bazoum au pouvoir, j'étais d'avis qu'à l'intérieur d'une institution inféodée au diktat occidental comme celle-là, il est hors de question de penser encore que ça peut nous amener quelque part, et je maintiens qu'il faut donc par conséquent partir de là et rejoindre l'Alliance des États du Sahel, qui est bien plus prometteuse et qui est constituée de dirigeants qui ont la même vision politique, le même dynamisme, la même fougue d'émancipation géopolitique. Dans la foulée donc, j'ai envie aujourd'hui de dire à M. Bassirou Diomaye Faye qu'il ne serait pas bon que la première visite d'État du président de la République du Sénégal soit à Paris. C'est quelque chose que nous ne voulons plus voir. Même du point de vue de la symbolique, il ne faut plus qu'un nouveau président africain ait pour idée première d'aller rendre visite à la première puissance coloniale, ou que le premier président étranger qui pose les pieds sur le sol sénégalais soit Emmanuel Macron ou quelconque président français, même si c'est dans 4 ou 5 ans. Il ne faut pas que le premier président étranger qui vienne à Dakar soit le président de l'ancienne métropole qui continue de perpétrer une forme de néocolonialisme en Afrique, alors que l'Afrique demande une coopération basée sur l'interdépendance et sur l'échange équivalent. J'ai quelques petites idées à suggérer à M. Diomaye Faye, parce qu'il n'y a pas que la France dans le monde, et encore nous ne détestons pas la France, nous disons sur le principe, la visite ne doit pas être avec l'ancienne puissance coloniale, et de manière générale, il faut ancrer une coopération, une interaction avec d'autres puissances, voire d'autres horizons, essayer de tirer avantage de ceux qui aussi ont de la volonté de nous laisser quelques avantages et qui peuvent justement nous garantir que même si nous leur concédons 2 ou 3 choses, ça ne nous porte pas préjudice. En fait, une vraie coopération. Donc, je pense entre autres aux pays africains, la première chose, la première visite du président Bassirou Diomaye Faye hors des frontières du Sénégal doit être à l'intérieur d'un autre pays africain, évidemment. Et il est clair qu'il y a des pays où il ne doit pas aller. Le Tchad, par exemple, de Mahamat Idriss Déby, c'est hors de question. Lorsqu'il a été installé là par Emmanuel Macron de manière totalement dictatoriale, un véritable coup d'État scientifique contre les dispositions constitutionnelles, lorsqu'il s'est imposé là et qu'il a préparé une structure qui lui permette de se porter candidat, comme nous l'avions déjà annoncé d'ailleurs dans de vieux articles qu'on avait écrits à la suite de ce putsch bizarre d'avril 2021 consécutif à la mort de Idriss Déby Itno. Bon, il se porte candidat, il est soutenu par Emmanuel Macron de manière ouverte au mépris des principes démocratiques, il s'est caractérisé par une brutalité incroyable envers justement les dissidents à justement ses manœuvres à N'Djamena et ailleurs à travers le Tchad. Il a même réussi à corrompre son opposant principal, Succès Masra, qui s'est mué en échec, et aujourd'hui, ceux qui croyaient en Succès Masra comme celui qui apporte vraiment un nouveau souffle, ne peuvent plus prétendre avec la même sérénité que c'est le même Succès Masra d'avant. Donc, hors de question d'aller au Tchad, ça c'est clair.
hors de question d'aller chez Alassane Ouattara. Je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer pourquoi il est hors de question d'aller visiter Alassane Ouattara en premier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler avec le président de la Côte d'Ivoire, non. Mais je dis sur le plan de la symbolique, le duo de sous-préfets les plus assidus de la France-Afrique 2.0 était précisément constitué de Macky Sall et de Alassane Ouattara. Si la France avait une assise et si elle continue à espérer qu'en Afrique de l'Ouest, elle a un double rempart qui lui permet de contrer l'avancée des nouveaux hommes forts, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Chiani et Assimi Goïta, s'il y a un double rempart, dont ce double rempart était le tandem ivoiro-sénégalais, le tandem Sall et Alassane. Donc, hors de question que ce soit la Côte d'Ivoire, pas besoin d'approfondir. Il ne faut pas non plus y aller au Nigeria, même s'il est le leader économique de la sous-région, le leader de la CEDEAO dont le Sénégal fait toujours partie. Il ne faut pas aller au Nigeria parce que Bolet Tinubu, le dormeur, sait quand même se réveiller quand il faut aller réfléchir sur comment marcher sur le Niger, donc sur un autre pays africain, et voilà, massacrer éventuellement les autochtones pour installer un président, un traître à la nation comme Mohamed Bazoum au pouvoir. Donc, pas le Nigeria, pas du tout. Il y a trois options, on ne va pas faire tous les pays d'Afrique. Vous l'aurez certainement compris, il faut aller rendre visite à Ibrahim Traoré en premier, ou à Assimi Goïta en premier, ou à Abdourahmane Chiani en premier. Ibrahim Traoré parce que il a le dynamisme de vous dire que malgré la grande admiration qu'il a pour Thomas Sankara, il n'a aucune envie de répéter les mêmes erreurs que Thomas Sankara a répétées. L'interview de février 2024 avec M. Alain Foucault nous a permis d'entendre ces paroles débordantes de sagesse où M. Ibrahim Traoré dit que malgré sa grande intelligence, M. Isidore Noël Thomas Sankara a commis l'erreur d'être trop attentiste, entre autres erreurs. D'espérer par exemple que son ennemi reviendrait à la raison et qu'on pouvait laisser un traître autour de soi et penser que le lion deviendrait herbivore et que le traître allait revenir à de bons sentiments. Traoré ne fera pas cette erreur, il sait là où il va, il sait quels sont les obstacles, il sait quelles sont les embûches, et ça entre dans la même lignée de ce que j'ai dit en entrée, en disant qu'il ne faut pas espérer qu'à l'intérieur de la CEDEAO, on peut aboutir à une quelconque émergence d'une économie prospère pour toute la sous-région. Du point de vue monétaire, c'est impossible, parce que la CEDEAO, c'est le diktat néocolonial. L'ECO, c'est une monnaie qui a été arrangée il y a 3-4 ans par Emmanuel Macron, et il y a Alassane Ouattara qui avait déjà défini en interne des clauses fumeuses qu'ils allaient mettre dedans et qui allaient nous donner un semblant d'indépendance. Une monnaie africaine est une initiative décidée par les Africains sans avoir consulté au préalable les Occidentaux. C'est pour ça que l'Alliance des États du Sahel est une structure crédible, parce qu'elle a surpris tout le monde, elle a surpris la France, elle a surpris les États-Unis, elle était décidée par des Africains qui n'en voulaient plus de cette CEDEAO-là qui, pour eux, justement, avait été fondée dans un contexte où les présidents de l'époque, Houphouët Boigny, Léopold Sédar Senghor, avaient une grande pratique de la France et on avait beau avoir créé une union économique pour consolider l'échange sous-régional, c'était quand même quelque chose surveillé de très près par les instances européennes. On en voit les preuves aujourd'hui avec Mohamed Bazoum. Donc, et je ne veux même pas parler de l'Union africaine, en tout cas de nos structures-là qui, en plus d'être politiquement inféodées, sont financièrement inféodées par les instances occidentales qui, justement, pompent des fonds à l'intérieur pour entretenir la structure, et pas parce qu'ils aiment nos beaux yeux, mais parce que ça leur permet de continuer à donner des ordres et à faire la pluie et le beau temps. Donc, hors de question. Il faut donc aller rendre visite à Ibrahim Traoré parce que c'est l'avenir de l'Afrique. Il faut aller rendre visite donc à Assimi Goïta s'il ne va pas chez Ibrahim Traoré, Assimi Goïta ou à Abdourahmane Chiani, parce que nos dirigeants là sont des gens. Prenez Abdourahmane Chiani qui dit il y a quelques jours à peine à la toute-puissance américaine: je ne veux plus de tes bases sur mon sol, je n'en veux plus. Les clauses de ces bases ont été signées dans un contexte où déjà moi je n'étais pas là, avec un dirigeant totalement corrompu, inféodé au néocolonialisme, Mamadou Issoufou, et justement avec des clauses que nous n'avions même pas décidées, vous nous avez mis plus ou moins devant le fait accompli, avec des dirigeants qui ne savent que dire oui et signer le papier sans réfléchir, nous n'en voulons plus. Donc, officiellement, on va vous dire que c'est depuis 2016 qu'il y a des bases américaines au Niger. Mais dès le lancement de l'opération Serval en 2013 par la France dans la sous-région sahélienne, vous aviez déjà
plus de 200 militaires américains sur le territoire. Officiellement, quand on demandait à la Maison-Blanche ce qu'il en est, elle disait que bon, il y a à peu près une centaine de soldats et ce genre de choses. Mais en fait, il y en avait à peu près déjà 200. Lorsque donc, les bases ont été créées, vous avez la base 201, justement qui se situe à l'aéroport de Dana, à l'aéroport d'Agadez, de Dana Caillou à Agadez. Vous avez de Cano Daya à Agadez. Vous avez la base militaire 101 qui se trouve donc aux confins, en tout cas à la lisière de l'aéroport Amani Diori de la capitale Niamey. Et vous avez une autre base secrète à Dirkou, dont les gens ne parlent pas beaucoup, mais vous avez voilà trois structures américaines sur le territoire nigérien qui fait que les Américains disposent au Niger de la deuxième plus grosse base militaire en Afrique après celle de Djibouti. Ce n'est pas tenable. Nous ne sommes plus à cette époque-là où des gens, pour leurs intérêts, leur volonté de contrôle, veulent être présents partout, comme ils sont présents à Rammstein en Allemagne, comme ils sont présents au Gabon, comme ils sont présents comme ils ont installé leurs armes nucléaires au sein de l'OTAN, même en Turquie. On ne veut pas de ces bases-là, de ces 1000 soldats qu'il y a à l'aéroport, c'est-à-dire l'entrée du pays. Vous arrivez à Niamey, vous avez entre 700 et 1000 soldats qui vous accueillent à l'aéroport, qui savent que vous êtes là, qui savent comment vous accoster. Donc, votre premier contact avec le Niger, c'est en présent des soldats américains qui ont leur base là, près de l'aéroport. Hors de question. Vous avez maintenant dans le centre du pays, à Agadez, vous avez au sein de la base 201, vous avez encore quelques centaines de soldats là-bas qui entretiennent des drones, voilà, des navires, des vaisseaux de la marine, enfin de l'aviation aérienne, de l'aviation américaine. Vous avez maintenant à Dirkou encore des centres de recherche technique secrets dont même les Nigériens n'ont pas la teneur réelle des activités. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Monsieur Abdourahmane Chenier a le courage de dire aux Américains, allez-vous-en, retirez-moi la base d'Agadez, retirez-moi la base de Niamey, retirez-moi la base de Dirkou, je n'en veux plus, partez, sortez de mon pays. C'est un président donc qui peut assumer ce qu'il dit, à savoir la rupture. Et quand on est un président qui veut la rupture comme Diomaye Faye, on doit s'allier avec des présidents qui veulent la rupture. Donc, soit vous permettez, monsieur le président, à Assimi Goïta de venir chez vous, soit vous permettez à monsieur Ibrahim Traoré de venir chez vous, soit vous permettez à monsieur Abdourahmane Chani de venir chez vous, soit vous allez chez ces gens-là. En tout cas, votre première visite en Afrique, enfin votre première visite d'État doit se dérouler en Afrique. La première visite d'un président étranger à Dakar doit être celle d'un président africain. C'est ça la rupture que je vous conseille, monsieur le président. Si maintenant il faut partir de l'Afrique, parce qu'il faut bien partir de l'Afrique, je maintiens la symbolique. J'estime que, oui, on va coopérer avec tout le monde, mais j'estime que du point de vue de la symbolique, il faut briser le carcan colonial. Il faut dire à la France que tu n'es plus ma première pensée. Nous allons coopérer, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, le TER qui relie la gare qui relie le centre-ville, la gare du centre-ville à Dakar jusqu'à Diamniadio, jusqu'à l'aéroport Blaise Diagne. Le TIR est construit par les services français, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. On coopère. Siemens aussi a construit les TGV en Allemagne. Et d'ailleurs, il y a une coopération américaine entre Alstom et le ferroviaire américain pour construire le TGV américain, parce que les Américains n'ont pas de train à grande vitesse à l'heure actuelle. Ils priorisent la voiture. Donc, la coopération, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, pour la symbolique, ça ne doit pas être la France, ça ne doit pas être ceux à qui on a toujours dit Amen, Alléluia pendant les décennies de colonialisme. Non, un souffle nouveau nous amène à voir d'autres pays. Il peut commencer par l'Asie, il peut aller en Chine, aller demander aux Chinois comment ça se fait que le produit intérieur brut en Chine était de 195 dollars au début des années 80, et maintenant il est à plus de 12 000 dollars en 2024. Quand on examine même le PIB par rapport au pouvoir d'achat, en termes de parité de pouvoir d'achat, le PIB d'un Chinois est approximativement de 20 000 dollars par tête, par an, par habitant. Donc, comment la Chine a fait pour y arriver? Comment Deng Xiaoping a pu mettre sur pied des réformes qui ont permis à la Chine en seulement 30 ans de partir d'un État qui était la risée du monde? Les Allemands ont parlé, dans leur reportage, les Allemands l'appellent des Krankenmann Asiens, l'enfant malade d'Asie. C'est ce que la Chine était à l'époque où Deng Xiaoping prend le pouvoir à la suite de Mao Tse-tung après la transition de Hua Guofeng en 1978.
Donc, comment, à cette période-là, la Chine y arrive? On prend des pays qui étaient dans la même posture que nous, qui se sont fait écraser comme nous. Il peut aller en Chine, demander donc à Xi Jinping, j'ai envie d'avoir une idée, comment vous procédez, voilà, qu'est-ce que je peux apprendre de la Chine du point de vue du développement, parce que faut jamais avoir honte d'apprendre de ceux qui ont su se relever, justement, d'un chaos. Pourquoi ma balance commerciale est toujours déficitaire? Le Sénégal affichait un déficit en janvier 2024 d'environ 319 milliards de francs CFA. C'est inquiétant, la balance est très déficitaire, malgré les points de croissance engrangés par Macky Sall. La balance est toujours déficitaire. Le Sénégal a encore beaucoup à faire. Industrialiser par exemple son outil de production. On sort des denrées primaires, les arachides, les graines et tout. On épouse un tissu plus technique, plus lourd, l'industrie lourde. On ne se contente plus de signer des partenariats de vente et de commercialisation du pétrole et du gaz sur les gisements qui seront mis à contribution dès la fin de cette année, mais on développe aussi une technologie de transformation, de maîtrise justement du gisement et du processus d'extraction, de purification, d'épuration et tout ce que vous voulez. Et on apprend de ce qu'on peut apprendre. On demande à Xi Jinping et au parti au pouvoir en Chine, le PCC, on leur demande, voilà, qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre? Comment moi je peux me lever? Comment vous avez fait? Qu'est-ce que je peux prendre chez vous de ce que je trouve bien? Je ne vais pas tout copier, c'est clair, mais qu'est-ce que je peux trouver bien? En tout cas, parlez-moi un peu de ce dont vous pouvez me parler, comme ça je verrai ce qui peut m'être utile. Donc, allez en Chine, monsieur le président, ou allez en Corée du Sud. Voilà, parce que si je dis Corée du Nord, tout le monde sera scandalisé. Mais encore que la Corée du Nord a réussi à développer quelques têtes nucléaires qui ont même inquiété le Japon quand il a survolé l'espace aérien japonais, notamment l'île d'Hokkaido en 2018. Donc, on peut apprendre de tout le monde. Ça fait que je suggère donc d'aller en Corée du Sud, pour ne pas parler du Nord, en Corée du Sud parce que là-bas, la Corée du Sud est un pays qui avait connu plus ou moins la même réalité que les Chinois, c'est-à-dire, voilà, les femmes coréennes, comme les femmes japonaises, comme les femmes chinoises, ont été massacrées et violées pendant la Deuxième Guerre mondiale par l'armée japonaise, et c'est un souvenir traumatisant que les Coréens et les Coréennes gardent encore dans leur histoire. Leurs parents leur en ont parlé, leurs grands-parents leur en ont parlé, donc ils savent ici un pan de l'histoire que le Japon ne dévoile pas trop parce que c'est quelque chose d'assez sensible. Donc, on peut aller en Corée du Sud et apprendre aussi comment la Corée du Sud a pu partir de cet état misérable et de devenir l'un des 12 pays les plus industrialisés, le 11e ou le 12e PIB le plus élevé du globe terrestre. Aller en Corée du Sud, voilà, aller demander au président coréen, le nouveau président qui a remplacé Moon Jae-in, comment, avec une monnaie aussi faible que le won sud-coréen, on arrive à tenir une industrie comme ça. Nous avons Hyundai, nous avons Samsung, nous avons de grands groupes dans l'électronique, dans l'automobile, qui font la fierté de la Corée à l'échelle mondiale. Nous avons voilà, des Panasonic, des choses comme ça, nous avons des choses, enfin, que je ne veux pas mélanger entre Sony et Hyundai ou Samsung, etc. Mais en tout cas, nous avons ces groupes-là asiatiques qui nous sortent quelque chose d'assez impressionnant, où ils tutoient l'économie occidentale, alors qu'à l'époque, c'était des gens qui étaient littéralement à genoux. Donc, aller là-bas et aller y apprendre. On nous a toujours dit que c'est très bien que le franc CFA soit là parce que c'est une monnaie forte. Or, avec la monnaie forte, vous allez continuer, monsieur le président, à vendre les arachides, à vendre les pots d'élevage, à vendre les fruits d'hiver. Vous n'allez pas être encouragé à produire une industrie lourde que vous pourrez commercialiser en jouant sur des prix bas qui vous permettront de vous rendre attractif sur le marché international et de concurrencer justement les autres partenaires, un peu comme la Chine procède avec son won, qui est 8 fois inférieur à l'euro et qui permet qu'à qualité différente, la Chine joue sur les prix, ce qui fait que le rapport qualité-prix devient bénéfique pour celui qui achète chinois. On pourrait procéder comme ça si on alourdit notre industrie et qu'on produit quelque chose, voilà, qui n'est plus seulement la culture de rente. On peut se dire, étant donné que les gens sont plus intéressés par la qualité de ceux qui sont là historiquement depuis longtemps, nous, comment on peut attirer la clientèle? Bon, en attendant de nous perfectionner du point de vue de la qualité et de justifier un prix élevé, on peut dévaluer notre monnaie comme on le veut quand on a une monnaie autonome et justement vendre moins cher. On peut étudier dans ces pays-là qui ont des monnaies beaucoup plus faibles que le franc CFA et comprendre là-bas comment, avec une monnaie aussi faible,
ils arrivent à avoir des industries incroyables. Donc, allez en Corée du Sud, allez en Chine. Et maintenant, si vous voulez aller en Europe, Monsieur le Président, allez en Angleterre, pourquoi pas, aller au Royaume-Uni, aller apprendre là-bas ce qui fait la science, qui fait de la Grande-Bretagne la première puissance économique européenne. Bon, elle n'est pas dans l'Union européenne, bon, elle est la première puissance économique européenne, avec l'Allemagne, la France, bref, qu'est-ce qui fait de la Grande-Bretagne un grand pays qui est sorti de l'Union européenne? On a dit que c'était l'enfer sur Terre, que c'était foutu, parce que les Européens, comme leurs amis américains, sont toujours convaincus que sans eux, il n'y a pas de vie. Bon, c'est clair que les Anglais et les Britanniques sont eux-mêmes très attachés aux Américains, mais c'est une façon de dire, allez en Grande-Bretagne et essayez de demander aux Britanniques comment, voilà, qu'est-ce qui fait d'un pays sous-développé, qu'est-ce qui fait par exemple la richesse de l'université de Cambridge. Vous savez que dans le recensement, dans le classement de Shanghai, l'un des classements universitaires les plus prestigieux au monde, l'université de Cambridge au Royaume-Uni est à côté du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, euh, à, euh, à Boston, aux États-Unis, au Texas, au Massachusetts, pardon, il est plus, comment dire, il est plus, en tout cas, à côté du MIT, l'université de Cambridge est l'une des plus prestigieuses universités mondiales. Selon les classements, vous allez l'avoir devant Harvard en 2022, vous allez l'avoir à égalité avec Harvard en 2023, vous allez voir en tout cas Harvard, les MIT de Boston, dans le Massachusetts, Harvard, ou encore Cambridge se partagent les trois places du podium de manière alternée, littéralement tous les ans. C'est-à-dire la Grande-Bretagne concurrence des universités comme voilà, Boston, Stanford, Harvard et ce genre de choses. Et il y a même, à part Cambridge, il y a même Oxford, toujours qui se trouve au Royaume-Uni. Donc les Anglais ont des choses à nous enseigner. À Cambridge, vous avez environ 120 prix Nobel qui sont issus de là. Vous avez des gens qui ont participé, qui ont contribué énormément dans les progrès scientifiques et techniques. Retenez que la révolution industrielle démarre justement en Grande-Bretagne. Donc, vous avez donc la possibilité d'aller chez les Anglais, d'aller demander à Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre, comment ça s'est passé, comment vous y arrivez, qu'est-ce qui a fait justement tous ces prix Nobel, toutes ces inventions, qu'est-ce qui fait la force de vos universités, parce que j'aimerais m'en inspirer et voir ce que je peux faire pour mon pays. Il ne faut pas avoir honte de copier ce qui est bien. Les Européens n'ont pas eu honte de copier chez nous, et puisque vous dites tout le temps que oui, ils nous ont volé nos recherches, nos savoirs et tout, allez donc récupérer vos savoirs qu'ils ont volés. N'ayez pas honte d'aller, n'ayez pas peur d'aller justement dans ces pays-là. Et c'est quand vous aurez fini, quand vous aurez invité soit Abdourahmane Tiani, soit Assimi Goïta, soit Ibrahim Traoré, ou que vous serez allé là-bas, quand vous aurez invité le président chinois, ou que vous serez allé en Chine, ou en Corée du Sud, ou je ne sais pas, à Singapour, quand vous serez allé à Londres, ou que Rishi Sunak sera arrivé à Dakar, pensez maintenant à Emmanuel Macron et voyez s'il y a une place dans votre calendrier pour lui rendre visite. Rien que sur le plan de la symbolique, c'est important parce que c'est ça la rupture même que vous avez, c'est ça l'élément même de rupture que vous avez mis en avant dans votre programme. Voilà donc la thématique de ma deuxième vidéo. Je vous invite à la partager. Elle sera sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Facebook. Faites-la parvenir même à son excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, et lui dire que c'est un petit idiot du Cameroun qui a pensé que bon, son petit avis pourrait vous intéresser et qui croit en le nouveau Sénégal parce qu'il sait que c'est avec des forces comme ça, une nouvelle vision politique, que l'Afrique pourra émerger. Nous aussi au Cameroun un jour, on se débarrassera de Paul Biya et on apportera, un peu comme le Sénégal se joint maintenant aux nouvelles forces de rupture de l'AES, on apportera aussi depuis l'Afrique centrale un nouveau souffle pour l'émergence économique et donc politique du continent demain. Donc, félicitations encore, Monsieur le Président, et voilà, que vive le Sénégal, et je vous souhaite bonne chance sur cette tâche difficile qui vous attend avec toutes les embûches, évidemment, qu'elle va comporter, mais quoi qu'il advienne, vous serez soutenu, vous êtes très bien épaulé, vous avez une jeunesse dynamique très intelligente derrière vous. Le Sénégal est l'un des pays à plus impressionnant potentiel au sud du Sahara. De toute façon, tous nos pays ont un potentiel énorme, donc
Vous ne serez pas esselé dedans, Monsieur le Président. Vous êtes aussi suivi et écouté depuis l'Afrique et votre présidence sera à coup sûr entachée de succès et cela passe évidemment par la symbolique de la rupture, à savoir aller rendre visite à tout le monde en premier et à la France juste après. Ce n'est pas de la haine envers la France, nous passons littéralement toute notre vie en France, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il n'y a que les propagandistes qui vont défendre de telles inepties. Nous sommes clairs dans ce que nous disons sur le plan de la symbolique. Nous ne voulons pas de la politique étrangère française en Afrique. Et pour manifester le ras-le-bol et la volonté d'en découdre avec cette politique barbare qui ne concerne pas le peuple français, le breton de Brest ou je ne sais pas, le phocéen de Marseille, non, il ne s'agit pas de ça. La politique étrangère de l'ex-métropole ne nous convient pas et dans notre volonté de rupture, nous, nouveaux hommes forts du Sénégal, nous avons décidé d'aller visiter d'autres pays, et en premier lieu des pays africains d'abord, avant de voir maintenant s'il y a un calendrier, une place de libre pour la France. Merci de regarder cette vidéo et prière de la partager et on se voit pour d'autres analyses géopolitiques camerounaises et internationales.